Oui, à travers cette soirée, ce qu'est le prix Pierre Simon. C'est pas qu'un prix, c'est aussi une aventure très très singulière où on a le plaisir de se retrouver en démocratie avec des gens qui nous impressionnent et qui nous éclairent avec leur exemplarité et leur humilité. Alors si c'est dommage qu'on peut leur rendre, c'est, je trouve, très précieux. Là, on va remettre un autre prix qui est le prix éthique et géopolitique. En fin de compte, c'est le prix Thérèse Delpech, qui était membre de notre jury dès sa création, donc était conseillère en stratégie au CEA, et une personne qui nous a beaucoup impressionnés, c'est elle qui nous avait permis de dédicacer, en tout cas dédier un prix russe qui militait aussi pour la mémoire, pour ce travail et ce devoir de mémoire. Je donne de suite la parole pour remettre ce prix à Jean-Michel Beignet, philosophe. Eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter le livre d'un ambassadeur itinérant dont le travail consiste à prendre en charge les droits de l'homme, rien de moins, une tâche en vérité. Françoise Imray le dit sans emphase ni plainte. Durant plus de 5 ans, j'ai arpenté la topographie du malheur. Et le livre nous fait tanguer d'un pays à l'autre. L'Irak, la Syrie, le Congo, la Birmanie, l'Algérie, l'Inde, l'Amérique latine, mais aussi la prison de Fleury-Mérogis en France. À chaque fois, en effet, c'est de malheur qu'il s'agit. Les chapitres sont courts, parfois aussi courts que des sanglots étouffés. Je donne un exemple. Françoise Imray évoque une jeune Sri-Lankaise condamnée à mort parce que le nourrisson dont elle avait la garde est décédé inexplicablement, sans qu'aucune trace de violence n'ait été identifiée. Le chapitre qui évoque cette jeune fille s'achève sur l'évocation de la démarche de la France et souligne que le prix du sang, c'est-à-dire le pardon des parents, pourrait seul la sauver. Le chapitre suivant nous emmène ailleurs. Il nous propulse à Beyrouth, où des prisonniers sont enfermés dans un parking souterrain à 25 par box. Un drame semble chasser l'autre dans cet ouvrage. Et puis, vient un nouveau chapitre de seulement 5 lignes, intitulé « Les bénédictions de l'aube ». Et je vous le cite. Lundi matin, sur mon bureau, un télégramme de notre ambassade à Riyad. Le prix du sang a été refusé, la grâce aussi. Les prières rituelles dites Rizana Nafek venait d'être décapité au sabre, en public, à 24 ans. La composition du livre, le style sans emphase, nourrissent une émotion sans jamais étouffer la réflexion. Mais la précision des narrations a quelque chose d'impitoyable. Et l'on respire parfois, pas souvent, mais quand l'auteur se plaît à quelques tournures qui est à la limite du calembour. Par exemple, j'ai aimé cette phrase malicieuse. Le soir venu, retour en voiture à Rangoon, la lune s'installe, je décroche. J'ai vu partout le même visage, un ambassadeur face à la barbarie du monde. Que signifie donc ce titre? Est-ce le visage des opprimés, des torturés, des femmes violées, des enfants exécutés? Est-ce de ce visage dont il s'agit? Évidemment. Même si le malheur connaît des degrés, de même que les atrocités. Mais les visages qui les portent sont hélas toujours les mêmes, d'un pays à l'autre, d'un camp à l'autre. Mais ce visage dont Françoise Imray nous livre les traits chez les victimes du monde entier, ce visage, c'est aussi celui des bourreaux. Voilà ce qui est accablant. Les victimes et les bourreaux ont le même visage. Il s'agit dans les deux cas de l'homme universel, dont la douleur et la violence sont universelles. C'est ainsi que l'ambassadeur des droits de l'homme est obligé d'exprimer un certain découragement. Il se trouve en Libye, peu de jours après la mort de Kadhafi. Il visite une prison tenue par les rebelles victorieux, ceux-là même que la France a soutenus. Qui découvre-t-il? Réponse. D'anciens soldats du dictateur, à leur tour torturés et sans défense.
la solidarité des victimes et des bourreaux dans l'horreur. Bon sang, dit-il, nous ne nous sommes pas battus pour un camp contre un autre, mais pour des principes. Défaite, tristesse. J'ai vu partout le même visage est un beau livre, qui formule l'essentiel, qui dérange souvent. Ainsi, on doit se faire l'avocat non pas seulement des victimes, mais aussi des bourreaux, parce qu'ils sont des hommes et qu'ils relèvent des mêmes vulnérabilités. Cela contraint à renoncer aux préjugés romantiques tellement faciles. On voit volontiers en chaque rebelle un résistant, et en chaque insurgé un Gavroche. Et puis, on déchante. Ils peuvent glisser chacun de la révolution à la terreur, de la libération à l'acharnement. Alors, quoi penser? Quoi faire? François Imré ne joue pas les doctrinaires, ni les perd la morale. Il s'en tient au formel qui sauve, c'est-à-dire au droit, qui dit l'universel et s'entend à l'appliquer à la diversité des visages et des situations. Les droits de l'homme, ce n'est ni de la morale, ni même des valeurs. Le respect ne doit rien au symbole, encore moins à l'indignation. Ce sont des droits, issus de compromis politiques et par conséquent imparfaits. Ce qui les rend inestimables, c'est que tous concourent au respect de la dignité humaine. C'est cette finalité qui leur confère une force morale. On ne saurait mieux résumer la philosophie sans illusion ni cynisme de François Imré. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour le témoignage et la leçon d'humanité que vous nous avez offerte. Perrine, cher Bélier, cher Président, Mesdames et Messieurs, je suis moi aussi très ému. Je crois que c'est la première fois que je reçois un prix. Et ce prix porte le nom de personnes dont le travail, la pensée, ne perdent pas, Pierre Simon et Thérèse Delpech. J'ai écrit ce livre après l'attentat de Copenhague, parce que c'était pour moi d'abord une façon de me révéler à moi-même la cohérence d'un parcours que j'avais vécu comme totalement discontinu, et que cet attentat a souligné, car au fond ce qui est arrivé là aurait pu très bien, dans le paisible Danemark, aurait pu arriver ailleurs, dans les pays que vous avez cités. Et un parcours qui, comme pour beaucoup, s'enracine dans l'enfance, et dans une phrase glanée comme ça, et qui, alors que j'avais souligné beaucoup de choses, que je n'étais pas particulièrement studieux, était resté et demeurait gravé comme le rosebud de Citizen Kane. Cette phrase, c'est l'indifférence est un crime sans pardon. J'ai pu mesurer, en rencontrant au long de ces années de nombreux défenseurs des droits de l'homme, à quel point les encouragements, la reconnaissance étaient utiles. Et c'est ce que j'essayais de faire. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette reconnaissance et cet encouragement m'obligent. Une des remarques les plus fréquentes que j'entends au sujet de ce livre, c'est de ce qu'il révèle, c'est qu'on finalement on ne savait pas cela. On découvre des choses épouvantables qui se passent dans le monde. Et moi, cette remarque m'a toujours surpris parce que je ne savais pas qu'on ne savait pas. Et j'ai toujours vécu avec cette ombre à côté
ce qui me rapproche de Thérèse Delpech, qui, elle, avait vraiment le sens de l'ombre. Le titre, vous l'avez bien expliqué, m'a été inspiré, non pas par une réflexion, mais par simplement quelque chose que je ressentais très fort, c'est que lorsque je repense à ces personnes rencontrées au long de ces années, sur les 5 continents, qu'une grande partie a été oubliée, car ce livre est un livre aussi contre l'oubli, et pour l'oubli, parce que l'oubli est nécessaire. Le cœur se brise ou se bronze, il ne faut pas qu'il se brise, il ne faut pas qu'il se bronze. Quand je repense à toutes ces personnes, par exemple, aux mères des disparus, que vous avez évoqué, Mémorial, je connais bien cette organisation en Russie, en Tchétchénie. Je suis un des derniers à avoir vu vivante Natalia Estemirova dans le bureau de Mémorial à Grozny. Je pensais que ma visite l'aurait protégée et je crains qu'elle l'aurait explosée. Eh bien, que ce soit en Tchétchénie, en Colombie, en Algérie, quand je pense à ces mères dont les enfants ont été enlevés par des régimes autoritaires ou dictatoriaux, parce que les disparitions forcées, ça fait partie de la grammaire universelle des dictateurs, eh bien, c'est comme si j'avais vu la même personne. Ils me parlaient de leur fils, de leur mari, de leur père, avec les mêmes mots, avec les mêmes expressions, avec le même regard, la même façon de toucher du doigt la photo du disparu. Et au fond, c'est l'universalité, non pas comme un concept, mais en chair et en os que j'ai rencontré. Les droits de l'homme sont universels. Ce n'est pas les droits de l'homme qui sont universels, c'est l'homme qui est universel, sa souffrance qui est universelle et son aspiration à l'unité qui l'est également. Vous m'avez demandé d'évoquer des souvenirs très brièvement. Je crois que de toutes ces missions, si je devais n'en garder qu'un souvenir, c'est très évidemment un cas de conscience très difficile, ce serait certainement celui des enfants des rues. Les nuits passées avec les enfants des rues, de Kinshasa, du Caire, d'ailleurs. Des gens que, précis, au sens littéral, personne n'aime. Ce sont des enfants qui sont à la rue parce que personne ne les aime. C'est certainement parmi les choses les plus poignantes. Mais c'est très difficile de faire des priorités. Et les souvenirs que j'évoque dans ce livre, c'est celui d'une discussion lorsque j'ai été nommé avec le ministre qui me disait voilà, ma priorité en matière de droits de l'homme, ce sera ça. Et je n'aimais pas cette notion de priorité parce que qui peut dire que le droit des enfants est plus important que la lutte pour l'abolition de la torture, ou l'abolition de la peine de mort, ou pour la dépénalisation de l'homosexualité, ou le droit des femmes. C'est très difficile d'établir des priorités, et ça fait partie des cas de conscience, comme le médecin dans son étude, le diplomate, quand il est en charge des droits de l'homme, et que contient ce genre de cas de conscience. Quel pays, quelle priorité, quelle cause, combien, comment, où mettre l'accent. On ne peut pas tous les jours faire des déclarations, proposer au ministre de faire des déclarations sur l'ensemble des souffrances. Ce serait chaque matin un rapport d'Amnesty International sur le fait du cancer. Ce serait absolument impossible. Donc il faut faire des priorités, et c'est autant de cas de conscience, et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Et je n'aimais pas ces priorités. Je me disais, au fond, tous ces droits fondamentaux, et donc toutes ces causes, sont autant nécessaires à la dignité humaine que les organes vitaux. C'est pour ça qu'on les appelle droits fondamentaux, qui veut dire que le rein est plus important que tout le monde, on a besoin de tout ça. Et puis, j'ai changé. Enfin, j'ai un peu évolué là-dessus, c'est-à-dire qu'au terme de presque 6 années, plus de 100 missions, je crois aujourd'hui, et là je rejoins la pensée et l'action, l'œuvre de Pierre Simon,
Je crois que c'est un peu comme dans le jeu de l'île déserte. Qu'est-ce qu'on emporterait si on devait n'emporter qu'un titre? S'il n'y avait qu'une cause à défendre, ce serait celle du droit des femmes et de l'éducation des filles. Parce que c'est un droit qui en commande beaucoup d'autres. Et on ne mesure pas à quel point l'Afrique, d'ailleurs, dont on applaudit la croissance, mais la croissance qui est basée uniquement sur la croissance démographique, c'est-à-dire le plus souvent sur la violation des droits fondamentaux des femmes, parmi les clichés de notre temps, qui me révolte, celui-là, je veux dire que l'Afrique, aujourd'hui, c'est l'Asie il y a 30 ans, c'est formidable, parce qu'il y a une croissance économique. Oui, mais quel est le déterminant de cette croissance, si ce n'est la démographie, qui est elle-même la conséquence de l'absence de la colonisation des femmes par les hommes? Et vous voyez qu'en Europe, il y a eu 5 millions de naissances l'an dernier, 6 millions dans le seul Nigeria, que la population égyptienne croît d'1 million d'habitants tous les 9 mois, que certains pays, les grands lacs africains, certains dictateurs se fixent comme ambition de tripler leur population dans des pays où il n'y a plus aucun arbre, et que c'est encore un tabou, y compris dans la COP 21. Cette question de la surpopulation est un tabou parce qu'elle est encouragée par des ordres religieux de toute origine. Bref, je pense que ça devrait être une des grandes priorités politiques de la France et de l'Europe. Je n'en connais pas de plus haute. Je vous remercie.